Allez, on passe à regard croisé à présent. Nous parlons ce soir du Niger. Au moins 100 morts dans une attaque djihadiste, la pire attaque contre des civils au Sahel. On sera du côté du Bénin pour évoquer cette tournée présidentielle de reddition des comptes, la suite donc de la tournée. En Centrafrique, l'opposition conteste la validité des résultats du scrutin du premier tour proclamé par l'autorité nationale des élections. Et puis le Togo, Jean-Pierre Fabre, qui tire sur les acteurs obscurs se réclamant de l'opposition. Voilà donc pour ce soir. Et avec moi sur le plateau pour évoquer ces sujets, il y a Thierry Afanoukoé de Gapola.net. Bonsoir Thierry. Bonsoir Firmin. Excusez-moi. Bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Bonne année à tout un chacun. Ça fait un bail que je ne me suis plus retrouvé dans vos studios. Donc tout un plaisir de commencer cette nouvelle année avec New World. Plaisir partagé. Bonne et heureuse année de votre côté également. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, est là également. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Bonne année à vous Samuel Niaoui, bonne année à mon ami de langue d'Ac Thierry Afanoukoé et bonne année à tous ceux-là qui nous suivent de loin ou de près. Merci beaucoup. On va donc attaquer rapidement le Niger. L'attaque de 2 villages dans l'ouest du Niger qui a fait 100 morts samedi. La plus meurtrière commise par des djihadistes contre des civils au Sahel a frappé une région frontalière du Mali, toujours instable malgré des efforts sécuritaires importants réalisés ces derniers mois. Un nouvel exemple illustrant que les populations civiles particulièrement vulnérables car prises dans les violences des groupes armés et la réponse des armées sont les premières victimes d'un conflit qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans la région depuis 2012. C'est ce qu'estime Ousmane Diallo d'Amnesty International. Firmin, cette façon-là d'aller, cette façon, j'allais dire lâche, d'aller frapper des civils pour ces groupes djihadistes-là, est-ce qu'il y a un message qu'ils essaient de passer derrière? Bon, le message, c'est qu'ils veulent heurter, c'est tout. C'est le message, c'est qu'ils sont contre l'éducation occidentale. Le message, c'est qu'ils ne veulent plus des Occidentaux sur le sol africain. Le message, c'est qu'ils ne veulent plus de race blanche en quelque sorte sur notre sol. Le message, c'est qu'ils veulent ramener tous les Africains à eux et qu'ils veulent construire en quelque sorte, même si on ne parle plus trop d'État islamique, ils veulent construire leur monde. Ils ont leur monde, ils ont leur idéal qu'ils veulent défendre. Donc je pense que c'est ce message qu'ils veulent toujours transmettre. Bien sûr, on peut reprocher un certain nombre de choses aux djihadistes, mais moi je n'aime plutôt leur reprocher des choses parce qu'ils sont en quelque sorte dans leur rôle, et leur rôle, ils se disent c'est de tuer, c'est de heurter. Si des gens meurent, si 100 personnes meurent, si on peut enlever des jeunes filles, si on peut enlever des jeunes garçons, si on peut décimer des familles, ça leur dit pratiquement plus rien. Donc c'est qu'ils veulent faire passer un message. Mais à ce niveau principalement, moi j'ai toujours souhaité qu'il faille à un moment donné discuter avec eux pour leur demander exactement ce qu'ils veulent. C'est une question de dialogue. Je pense que l'ancien chef de file de l'opposition du Burkina Faso, lors de la campagne, a dit que si il a donné que lui soit élu, la première des choses qu'il aurait à faire, c'est d'arriver à discuter avec les djihadistes, les terroristes. Donc je pense que ce qui devrait être beaucoup plus intéressant, c'est que les dirigeants africains, ouest-africains, ou de l'Union africaine engagent une discussion avec les djihadistes pour leur demander ce qu'ils veulent en réalité. Parce qu'entre-temps, on a enlevé des jeunes filles au niveau du Nigeria. Après, c'est des jeunes garçons. Et aujourd'hui, c'est des gens qui meurent. Et l'autre fois aussi, c'était des militaires français qui ont été tués. Donc, la deuxième chose que je voudrais faire observer, la France, la présence française, ça sert à quoi? Si la France est au nord du Mali, je pense que c'est pour aider à régler le problème terroriste, le problème djihadiste. Mais jusqu'à présent, il y a toujours de ces attaques. Par contre, quand vous voyez un peu en France aujourd'hui, depuis 2015, il y a des centaines d'attaques qui ont été déjouées. On pourrait nous dire que c'est leur territoire, donc ils y prennent vraiment soin. Et ici, même si ce n'est pas leur territoire, ils ont pris l'engagement de prendre soin du territoire, d'aider les Africains à combattre les terroristes. Et ils sont au nord Mali depuis 2012, ça fait déjà 8 ans. Bien sûr, il y a les Gislain Dupont et Claude Bellon qui ont perdu leur vie. Il y a des militaires français qui ont perdu leur vie. Mais leur premier rôle, c'est de nous aider, d'aider le continent africain à lutter fondamentalement contre le terrorisme. Parce qu'au nord du Mali, au Niger, il y a l'uranium pour la France. Au nord du Mali, il y a de l'or. Il y a du diamant, il y a du bauxite, il y a des richesses pas possibles que les Français puisent en direction
de la France. Donc s'ils sont là, il y a bien sûr, c'est pour leurs intérêts, mais au nom de ces intérêts, qu'ils aident véritablement à lutter contre le djihadisme. Regardez, on en parle du G5 Sahel. Le G5 Sahel est là. Mais quel est véritablement le rôle du G5 Sahel? Le G5 Sahel est là pour aider les pays à lutter contre le terrorisme. Mais regardez, 100 morts. Entre-temps, de jeunes garçons ont été enlevés. Entre-temps, de jeunes filles ont été enlevées. Entre-temps, c'est le djihadisme au Mali. Entre-temps, c'est le djihadisme au Nigeria. Entre-temps, c'est le djihadisme au Niger. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je peux dire que le G5 n'a plus son rôle à jouer. Donc, il va falloir simplement, pour conclure, que les responsables ou les autorités de l'Union africaine, de la CEDEAO, se réunissent vraiment pour dire qu'est-ce qu'il faut pour vraiment lutter contre le terrorisme. Pas pour écrire un communiqué de presse pour dire les chefs d'État de gouvernement de la CEDEAO ont discuté du terrorisme et de la paix au Sahel. Ça, on n'a plus rien à cirer. Il faut maintenant passer aux actes. Passer aux actes, justement, quand on regarde ce qui se passe au niveau du Niger, on a l'impression, en tout cas, qu'à travers cette attaque, ces djihadistes ont voulu heurter les esprits, avec le bilan particulièrement lourd. Oui, je crois que c'est l'objectif. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Niger est à un tournant décisif parce que actuellement, ce pays-là est en élection où un deuxième tour aura lieu bientôt. Donc, c'est un signal fort que ces djihadistes-là voulaient envoyer, en tout cas, aux nouveaux dirigeants de ce pays, comme quoi ils existent et qu'il faut composer avec eux. Mais ce qui est regrettable, comme vous l'avez si bien dit, c'est que c'est la population qui paye. Voilà. Donc, il faudrait que, comme Fumet l'a si bien dit, nous, Africains, nous puissions véritablement réfléchir pour trouver des solutions qu'il faut aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Alors, tout ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui est la conséquence directe de la situation en Libye et tout cela est entretenu par les Occidentaux parce que les armes utilisées par ces djihadistes-là, qui sont les fournisseurs, c'est ces Occidentaux-là. Alors, si vous prenez tout le matériel dont dispose la force Barkhane au Mali et les moyens dont disposent ces djihadistes-là, on se demande comment ça se passe et que ces djihadistes arrivent à poser ces actes sporadiques et dont le bilan, des fois, ça fait froid au dos. Donc, il est temps que nos dirigeants puissent cesser d'être des marionnettes des Occidentaux et de faire face véritablement aux problèmes auxquels ces différents pays-là sont confrontés. Fumet parlait tantôt de dialogue. Malheureusement, comme ces dirigeants sont des marionnettes des Occidentaux, or vous savez que le discours au niveau des Occidentaux, c'est qu'il n'y a pas question de discuter avec les djihadistes. Donc, quand votre arrivée au pouvoir est cautionnée et par un pays occidental, notamment la France, quand vous êtes la marionnette de la France, donc vous voyez que ils ne vous laisseront jamais les mains libres pour aller en discussion avec ces frères-là avec lesquels vous êtes en conflit. Donc, vous voyez, donc il faudrait que on puisse réfléchir véritablement, comme Fumet l'a dit, dépasser les étapes de condamnation, les étapes des communiqués, les étapes de menaces et autres là, et réfléchir véritablement à ce que des solutions soient trouvées à ces problèmes-là. Aujourd'hui, il faudrait que au Niger, les deux candidats qui vont participer donc au deuxième tour puissent déjà intégrer, ne serait-ce que dans leurs différents programmes de sociétés de campagne, des approches de solutions pour sécuriser ne serait-ce que le pays, afin que les richesses de ce pays-là puissent véritablement profiter aux populations. Mais si on laisse faire
et que ce djihadisme-là continue pas à prospérer dans ce milieu, dans le Sahel, je crois que ça serait un coup dur pour le développement de ces différents pays-là qui sont dans le Sahel. Donc, c'est fondamental. Il faudrait que les politiques puissent travailler de concert. Et je crois qu'ils ont souvent aussi parlé de partage d'informations. De renseignements et autres là. Mais aujourd'hui, je me rends compte que le partage de ces informations-là a des limites. Parce que si véritablement il y a ces partages-là, je ne crois pas que ces pays-là, ou ces djihadistes plutôt, peuvent continuer par frapper quand bon leur semble. Donc, ce n'est pas normal, puisqu'il y a certains pays de la zone, il y a certains pays proches de cette zone-là qui n'ont pas de problème de djihadisme, mais comment eux ils arrivent et que les djihadistes là ne viennent jamais sur leur territoire et que c'est forcément dans ces différents pays-là que ces djihadistes là frappent. Alors cette attaque s'est produite alors qu'on est dans l'entre-deux-tours. Est-ce que, je pense Thierry le disait tantôt, les deux candidats, ils doivent en lire quelque chose? Bien évidemment, c'est pour peut-être dire que le choix qui est en train d'être lisible n'est pas peut-être du goût des djihadistes. Ou l'autre chose aussi, c'est pour dire aux futurs nouveaux dirigeants, nous sommes là, vous devez obligatoirement discuter avec nous. Sinon, votre règne ne sera pas facile. Nous allons vous causer tous les problèmes du monde. Donc, c'est un message fort et il reviendra aux dirigeants actuels ou aux futurs dirigeants de prendre la mesure de la chose et de savoir quoi proposer. Parce que durant la campagne, tout le monde a dit on va lutter contre le terrorisme, on va faire ceci, on va faire cela, mais rien de concret n'a été proposé. Si vous montrez aux gens, si vous amenez les gens à être braqués, si vous prenez toutes les mesures et très visibles et vous dites nous allons vous attaquer, eux aussi vont vous attaquer. Eux aussi vont vous attaquer. Si par exemple le gouvernement nouveau qui vient ou le pouvoir nouveau qui vient, qui dit ok, nous allons combattre les terroristes jusqu'à la dernière minute ou jusqu'à la dernière goutte de sang, et ils vont vous attaquer aussi parce que c'est une guerre asymétrique. C'est une guerre asymétrique. On ne voit pas l'ennemi. On ne voit pas l'ennemi. On ne sait comment les ennemis vont s'y prendre. On ne sait pas là où ils vivent, là où ils logent. Peut-être ils sont avec eux. Peut-être ils sont dans la masse. Peut-être ils sont au marché. Peut-être même ils sillonnent dans les environs du palais. Donc, s'ils voulaient menacer, ils vont frapper fort. La meilleure des choses à faire, c'est que le pouvoir nouveau, le pouvoir futur qui arrive, essaye une certaine stratégie pour voir comment discuter avec eux. Sinon, ils vont encore frapper fort. L'autre chose, l'autre responsabilité, qui relèvera aussi du pouvoir, c'est que ce pouvoir-là arrive à véritablement investir dans les renseignements. Ça, c'est vraiment fondamental. Parce que quand vous n'avez pas les renseignements, vous ne pourrez rien contrôler. Quand le général Yak au Togo a dit, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Togo dit, en 2021, tout le pays sera quadrillé. Ça veut dire qu'il maîtrise la sécurité du pays. Au niveau du Niger, celui-là qui viendra, qu'il prenne toutes les mesures, qu'il mette toutes les stratégies en place pour pouvoir maîtriser toute la sécurité. Mais vous avez quand même l'un des deux candidats qui passe au second tour qui a été ministre de l'Intérieur. Oui, bien évidemment, c'est aussi un atout, mais qui ne soit pas braqué, mais du moins avec son expérience, qui s'en inspire pour pouvoir asseoir une véritable sécurité, une véritable stratégie en ce qui concerne la performance des renseignements. La performance des renseignements. Parce que quand le téléphone sonne, on doit savoir ça vient de X et ça va vers le point B. Mais vous savez que ce qui a fait tuer Kadhafi en 2011, c'est son téléphone. C'est parce qu'il avait passé un coup de fil et on a tracé tout de suite son cortège de 114 véhicules. Donc, ces stratégies sont toujours là, ces performances sont toujours là, on peut toujours les acheter, on peut toujours les chercher, et pour le bien-être du peuple nigérien. Les Occidentaux, moi j'ai compris à un moment donné que les Occidentaux, sur le plan du djihadisme, ils ne veulent pas trop aider les Africains, mais sauf qu'ils en profitent au fait. C'est eux qui entretiennent en réalité. Je suis d'accord avec vous, je peux être d'accord avec vous dans la mesure où quand on dit ceux-là qui financent vraiment le terrorisme, c'est les Émirats Arabes Unis. Mais la France est très bien avec les Émirats Arabes Unis. Le pays le plus islamiste au monde, c'est quoi? C'est les États-Unis. Mais la France vend des armes à l'Arabie Saoudite. Donc quand vous voyez tout ça là, vous dites que bon, les Occidentaux, ils ont mis les djihadistes là pour juste faire du mal aux Africains, pour les aider à contraindre, pour les contraindre à respecter un certain nombre de décisions.
quand on voit aussi la manière dont les djihadistes sont approchés, selon des témoignages, ils sont venus à bord d'une centaine de motos. Donc des gens qui avec des centaines de motos, on peut repérer quand on fait de l'intelligence, de l'information. On a l'impression d'être aussi dans une partie de la zone des trois frontières qui est complètement délaissée par... Oui, c'est ça le réel problème dans notre pays. Je crois que les nouveaux dirigeants, en tout cas ceux qui vont prendre donc les rênes du Niger dans les jours à venir, doivent beaucoup investir dans l'armée. Je crois que le Togo travaille là-dessus, puisqu'on a un budget programme sur 5 ans pour notre armée qui est à plus de plusieurs milliards. Je ne veux pas... Voilà. Donc, il faudrait qu'on puisse investir, parce que là, c'est des pays en guerre, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, forcément, il faut dégager un budget important pour l'équipement. Non seulement la formation, mais l'équipement. Puisqu'on sait que dans certains de ces pays du Sahel, les forces républicaines, des fois, sont en face de l'ennemi, mais ils n'ont pas de quoi pour se défendre. Donc, ça pose un réel problème. Et surtout, je crois que il faut vous avez parlé du fait que l'un des candidats en lice est un ancien ministre de l'Intérieur. Et des fois aussi, il y a une complicité entre ces djihadistes-là et ces responsables de renseignement dans ces pays. Puisque si vous prenez bien la liste de ces différents djihadistes-là, vous vous rendez compte qu'il y a certains qui ont une fois fait l'armée républicaine, qui après se retrouvent de l'autre bord. Donc, pour avoir fait l'armée républicaine, ils savent comment ça fonctionne, ils savent comment ça marche, et c'est ça qui fait qu'ils mettent souvent en difficulté l'armée républicaine. Et puis, quand des fois, vous avez vu un peu ce qui s'est passé au Mali, quand on avait libéré le premier ministre qui vient de Soumaïla Cissé. Voilà. Donc, il y avait un djihadiste, je crois, qui était impliqué dans un attentat donné, et que finalement, dans les tractations, on l'a finalement libéré. Oui. Et ça a créé tout un problème, des débats pas possibles. C'est pour dire que, et des fois, nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont au niveau du pouvoir, mais qui sont encore en contact, parce que pour des questions d'intérêt, de leurs intérêts, ils jouent au double jeu. Au double jeu. Sinon, comment comprendre qu'avec les missions de paix et autres là, et avec tout ce qu'on investit dedans, on n'arrive jamais à sécuriser ces zones-là, on n'arrive jamais à venir à bout de ces djihadistes-là, et que ces djihadistes-là font parler aussi à chaque fois qu'ils en ont envie. Ce n'est pas normal. Et dans cette lutte-là, c'est vrai, c'est une lutte asymétrique. Je crois qu'il faut une implication de la population. Parce que ces djihadistes, des fois, se mêlent, se confondent donc à la population. Donc, si on investit davantage dans le renseignement, comme c'est le cas ici au Togo, parce que nos forces de l'ordre et de défense et de sécurité, des fois, arrivent à bout de certains délinquants et autres là, parce que il y a une participation active de la population. Donc, je crois qu'il faut expérimenter ces genres de choses là dans le Sahel pour venir à bout de ces djihadistes là. Tout de suite et on revient continuer.